Bienvenue à notre exploration du jour. On plonge aujourd'hui dans une expérience assez fascinante, je trouve. On a demandé à une intelligence artificielle, ChatGPT en l'occurrence, de jouer un peu au gérant de fortune. L'idée était audacieuse. Lui confier la création d'un portefeuille d'actions jugé optimal pour l'année à venir. Alors précisément du 1er septembre 2025 au 1er septembre 2026. Ah oui, j'ai vu passer ça. C'est une démarche pour le moins originale. Exactement. Et le cadre était clair. Un budget de 3 000 euros maximum, objectif unique, optimiser le rendement, pas de limite sur le nombre d'actions, et petit détail amusant, on a posé la même question à Gemini. L'autre grande IA de Google. C'est ça. Et Gemini a refusé net. Motif, impossible de donner des conseils financiers. Mais ChatGPT, lui, a accepté. Curieux quand même, non? Très curieux, en effet. Et c'est là que ça devient intéressant pour notre discussion, parce que, précisons-le tout de suite, notre but ici, c'est pas de dire si ce portefeuille est bon ou mauvais pour investir. Surtout pas. Non, absolument pas. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le comment. Comment est-ce que ChatGPT s'y est pris? Quelle logique il y a derrière ses choix? Quelle structure on peut voir dans ce portefeuille? On va regarder ça comme une étude de cas, en fait. Une sorte d'exploration des capacités de l'IA, et peut-être de ses limites aussi. Oui, une sorte de crash test intellectuel, si on veut. Bon, alors, le résultat. L'IA a réfléchi combien de temps? D'après le compte-rendu, 1 minute et 37 secondes. 1 minute 37. C'est rapide. C'est extrêmement rapide, oui. Et donc, il a sorti une liste de 6 actions. D'accord, alors, je les donne. ASML, Nvidia, Novo Nordisk, Roche, Rheinmetall et Société Générale. Bon, ça a l'air assez varié, comme ça, de prime abord. Oui, sinon, ça couvre plusieurs secteurs, plusieurs pays aussi. Et quand on regarde un peu la répartition qu'il semble viser, on voit une stratégie qui se dessine. En gros, la moitié du portefeuille, 50%, c'est sur la tech, les semi-conducteurs. Forcément, avec ASML et Nvidia, c'est lié à l'IA. Logique, en quelque sorte. Ensuite, à peu près 30% dans la santé. C'est souvent vu comme plus défensif, ça, avec Novo Nordisk et Roche. D'accord. Et les 20% qui restent? Alors là, c'est deux paris plus thématiques, très européens d'ailleurs. La défense, avec l'allemand Rheinmetall, et le secteur bancaire, avec la Société Générale en France. Intéressant. Ce qui est déjà pas mal, c'est cette tentative de diversification. Vous voyez, tech de pointe, santé plus stable, et puis des paris sectoriels spécifiques. Ça ressemble un peu dans la structure à ce qu'un gérant humain pourrait faire en fait. C'est vrai. Bon, alors allons voir d'un peu plus près. Commençons par la tech. ASML, c'est néerlandais ça, le rapport dit leader mondial des machines de lithographie extrême ultraviolet. Bon, ça sonne très très technique. Qu'est-ce que ça veut dire en simple? Imaginez une imprimante hyper sophistiquée, incroyablement précise, mais qui sert à graver des circuits minuscules sur des puces électroniques. Et cette technologie, l'extrême ultraviolet, ou EUV, ASML est quasiment le seul au monde à la maîtriser. Et elle est indispensable pour les puces les plus avancées. Celle qu'on trouve partout dans les smartphones, les ordis, et surtout pour l'IA, j'imagine. Exactement. Donc, ils ont un quasi-monopole sur un truc essentiel. L'argument pour le choisir, c'est cette position dominante, quoi. D'accord, c'est plus clair. Mais le rapport soulève des points négatifs, secteur cyclique et action chère. Oui. Cyclique, ça veut dire que l'industrie des puces, elle connaît des hauts et des bas. Des phases de forte croissance, puis des ralentissements. C'est pas linéaire. Mhm. Et pour le prix de l'action, oui, ASML est tellement réputé que son action est souvent très chère en bourse. Du coup, ça peut limiter la hausse future ou augmenter le risque si jamais il y a une déception sur les résultats. L'IA a choisi un leader, mais elle voit les risques. Logique. Et l'autre choix tech, Nvidia. On est toujours dans les puces? Toujours dans les puces, oui, mais un autre type. Nvidia, c'est le roi des processeurs graphiques, les GPU. Au départ, c'était pour les jeux vidéo, mais on s'est rendu compte que ces GPU sont hyper efficaces pour les calculs de l'IA. Ah oui, pour entraîner les modèles comme ChatGPT lui-même. C'est ça. Du coup, Nvidia domine ce marché des puces pour l'IA et les data centers. Leur croissance, elle a été phénoménale ces dernières années. Clairement un pari sur l'IA donc. Mais les risques pointés, volatilité et dépendance à la Chine. Exactement. Nvidia, l'action est connue pour être volatile. Ça monte très vite, mais ça peut chuter fort aussi. C'est le revers de la médaille d'une croissance explosive. Et la Chine, c'est un gros marché pour eux, mais c'est aussi une source de risque géopolitique énorme, avec les tensions US-Chine sur la tech. Oui, une interdiction de vente là-bas, ça ferait mal. Ah oui, ça pourrait vraiment impacter. C'est intéressant que l'IA sélectionne une action aussi liée à l'IA,
mais qu'elle pointe ces risques bien réels. Passons à la santé. Novo Nordisk, le danois. On en entend beaucoup parler avec les traitements diabète et surtout obésité, non? Oui, c'est ça. Le rapport dit machine à cash. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Machine à cash, c'est une boîte qui génère énormément de profits, de trésorerie, de façon assez régulière et prévisible. Et Novo Nordisk, avec le succès mondial de médicaments comme Ozempic ou Wegovy, ça colle bien à cette description en ce moment. Le marché est gigantesque. Oui, mais il y a un mais, j'ai vu. Concurrence et régulation. Forcément, quand il y a un tel succès, tout le monde veut sa part du gâteau. Donc, d'autres grands labos bossent d'arrache-pied pour sortir leur propre traitement contre l'obésité. Ce qui pourrait faire baisser les prix. Oui, peser sur les parts de marché, sur les prix. Et puis, il y a la régulation. Vu le coût de ces traitements, les autorités de santé regardent ça de près. Elles pourraient vouloir négocier des prix plus bas. C'est classique pour les blockbusters pharma. Et l'autre action santé, c'est Roche, le Suisse. Pourquoi lui, d'après l'analyse? Pour Roche, ce qui est mis en avant, c'est la solidité et la diversité de son pipeline. Le pipeline, c'est tous les médicaments en développement. Ah oui, les futurs succès potentiels. C'est ça. Avoir un bon pipeline, ça suggère une croissance future, même si les médicaments actuels perdent leur protection. Et Roche est aussi vu comme une entreprise aux résultats assez stables historiquement. Ça peut rassurer pour la diversification. Ok. Et les risques pour Roche? Pression sur les prix, expiration de brevets, c'est un peu la même chose. Ce sont les risques classiques du secteur, oui. Pression sur les prix par les systèmes de santé, et quand un brevet expire, les génériques arrivent, moins chers, et ça fait chuter les ventes du produit original. C'est un défi permanent pour eux. D'accord. Bon, on a fait la tech, la santé. Il nous reste les deux paris européens plus spécifiques. Rheinmetall, d'abord. L'allemand de la défense. Là, la logique semble évidente, non? Oui, c'est clairement un pari thématique lié au contexte géopolitique actuel. Depuis la guerre en Ukraine, beaucoup de pays européens ont annoncé qu'ils allaient augmenter massivement leur budget de défense. Pour se réarmer, moderniser. Exactement. Et Rheinmetall, qui fabrique des blindés, des munitions, des systèmes d'artillerie, il est aux premières loges pour profiter de cette tendance. Logique. Le risque mentionné, c'est la dépendance au contrat public. C'est important, ça? Ah oui, c'est fondamental. La défense, ça vit des commandes des États. Et ces commandes, ça dépend des budgets votés, des priorités politiques. Qui peuvent changer. Voilà. Une baisse des dépenses, un changement de gouvernement, et hop, le carnet de commandes peut être affecté. C'est le risque propre à ce secteur. Compris. Et on finit avec la Société Générale, la banque française, décrite comme value et cyclique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cyclique, on l'a vu pour ASML, la performance de la banque dépend beaucoup de la santé de l'économie. Si ça va bien, les gens et les entreprises empruntent, peu de défauts, la banque gêne de l'argent. Si ça va mal, c'est l'inverse. Et value? Action de valeur. Value, ça suggère que selon certains ratios financiers, l'action pourrait être considérée comme sous-évaluée par le marché. Elle serait pas chère par rapport à ses bénéfices ou ses actifs, avec l'idée qu'elle pourrait remonter si le marché reconnaît sa vraie valeur. Et pourquoi la choisir maintenant d'après l'analyse? Et quels sont les freins? L'argument, d'après ce qui est rapporté, c'est qu'elle pourrait profiter d'un environnement de crédit encore correct en Europe. Mais bon, comme toutes les banques, elle est très sensible au taux d'intérêt. Ça joue sur ses marges et à la conjoncture générale. Donc si l'économie ralentit fort... Ou aussi les taux montent trop vite, ça peut peser sur les résultats. C'est intéressant qu'ils mettent une banque. C'est moins sexy que la tech, mais peut-être pour diversifier et chercher de la valeur, justement. Ce qui est frappant, quand on regarde chaque titre, c'est qu'il y a toujours les deux côtés. Pour chaque action, il y a une raison de l'acheter, mais aussi les risques qui sont clairement identifiés. L'IA n'a pas l'air d'avoir choisi en fermant les yeux sur les problèmes potentiels. Oui, elle essaye de peser le pour et le contre. C'est ça. Un peu comme le ferait un analyste humain, finalement. C'est une observation importante. Mais alors, comment elle a fait, concrètement? Quelle a été sa méthode pour arriver à cette sélection? Le compte-rendu l'explique. Oui, il décrit un processus qui se veut assez logique, en plusieurs étapes. D'abord, ChatGPT aurait commencé par identifier les secteurs et les grandes tendances de fond, les fameuses méga-tendances, qui lui semblaient les plus porteuses pour 2025-2026. Et pour faire ça, il s'est basé sur quoi? Il se serait basé sur des analyses de sources financières connues. L'article cite Morningstar, Reuters, le Financial Times, le Wall Street Journal, donc il agrège de l'info externe. D'accord, il n'invente rien, il synthétise ce qu'il lit. C'est ça, c'est crucial. L'IA travaille avec les données qu'on lui fournit. Ensuite, à partir de ces grandes tendances, l'IA, la transition énergétique, le vieillissement ou ici la défense,
Il aurait choisi des thèmes d'investissement plus précis. Selon quels critères? Forte croissance, valorisation raisonnable. Voilà, soit un potentiel de croissance élevé, soit une valorisation qui semblait attractive à ce moment-là. Troisième étape, trouver les boîtes leaders dans ces thèmes. Qui sont les champions de l'IA, les meilleurs dans le traitement de l'obésité, etc. Il repère les acteurs clés. Exactement. Quatrième étape, une vérification rapide des fondamentaux financiers récents de ces entreprises. En gros, est-ce qu'elles gagnent de l'argent? Est-ce que leur chiffre d'affaires monte? Sont-elles endettées? Un check-up financier rapide basé sur les derniers chiffres disponibles. Et la dernière étape, c'est l'assemblage du portefeuille. Oui, assembler les actions choisies en essayant d'avoir une certaine diversification, notamment géographique. Même si là, on voit surtout Europe et États-Unis, pas d'émergents par exemple. D'accord. Donc, si je résume, la méthode: analyse de tendance via sources externes, choix de thèmes, identification des leaders, check des fondamentaux et tentative de diversification. Ça a l'air assez structuré, non? Presque scolaire. Tout à fait. On a l'impression qu'il suit une sorte de recette logique, un peu comme on apprend à faire une analyse financière. Il n'y a pas d'intuition là-dedans, c'est l'application d'une méthode sur des données. Il est vraiment important, maintenant qu'on a vu tout ça, de bien remettre l'expérience dans son contexte. L'auteur le dit et le redit, c'est une curiosité avant tout. Une expérience un peu ludique. Oui, c'est absolument crucial de le rappeler. Et il y a un autre point très important. La durée d'observation prévue, c'est juste 1 an. 1 an? C'est très court en bourse, non? Extrêmement court. Sur 1 an, la performance elle est hyper influencée par le bruit de fond du marché, les événements imprévus, la psychologie des investisseurs, bien plus que par la qualité de la sélection de départ. Un portefeuille peut cartonner ou se planter sur 12 mois pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la pertinence initiale des choix. D'ailleurs, pour suivre ça, l'auteur va comparer la performance de ce portefeuille virtuel à un indice mondial, le MSCI All Country World. Mais il précise bien, et c'est essentiel, que même si le portefeuille GPTT fait mieux, ça ne prouvera rien du tout sur les compétences de l'IA. Exactement. Ce sera juste une observation ponctuelle. Un résultat brut. Et ça nous amène à l'avertissement final, le plus important, qui est martelé dans la source. Et il faut le répéter très fort, ni l'auteur de l'expérience, ni ChatGPT ne sont des conseillers financiers. Ce portefeuille, il est montré par curiosité intellectuelle et scientifique, point. Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Le message est on ne peut plus clair. Ne copiez pas ce portefeuille. Surtout pas. Toute décision d'investissement, ça doit se baser sur vos propres recherches, votre situation personnelle, vos objectifs, votre tolérance au risque, et idéalement après avoir consulté un conseiller financier professionnel. La base, quoi. La base absolue. Utiliser ce portefeuille comme ça, sans rien faire d'autre, ce serait vraiment imprudent. La diligence personnelle, c'est la règle d'or. Bien noté, c'est fondamental, hein. Alors, si on devait retenir une chose de cette exploration aujourd'hui, ce serait quoi? Que peut-être une IA comme ChatGPT, elle peut générer un portefeuille qui a l'air cohérent, diversifié, argumenté, en se basant sur des données publiques et des tendances identifiées ailleurs. C'est une bonne synthèse, oui. L'IA peut imiter la structure d'un raisonnement financier et sortir un résultat qui semble plausible, en traitant beaucoup d'infos existantes. Mais ça ouvre tout de suite des questions bien plus larges et passionnantes d'ailleurs. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment, cette expérience, sur le potentiel et les limites de l'IA dans des domaines aussi complexes et incertains que la finance? Où est-ce que s'arrête le traitement de l'info et où commence le jugement humain, l'intuition? Exactement. Et on peut même élargir la question. C'est ça qui est stimulant. Au-delà de choisir des actions, quelles autres tâches complexes, qui demandent une décision en médecine, en droit, en stratégie d'entreprise, est-ce qu'on pourrait imaginer confier, même en partie, à des IA? Et surtout, quelles nouvelles questions critiques ça soulève? Les biais cachés dans les données d'entraînement, les limites de l'info qu'elles ont, et la question de la responsabilité. Qui est responsable si l'IA se plante et que ça a des conséquences graves? Ça devient central, des consorts du jeu intellectuel. Des questions vertigineuses, c'est sûr, qui nous emmènent bien au-delà de l'expérience du jour. En tout cas, pour ce portefeuille Made by ChatGPT, le rendez-vous est pris. On aura une idée de sa performance, pour ce que ça vaut, dans 1 an, vers septembre 2026. Une expérience à suivre donc, mais avec beaucoup de distance et de curiosité scientifique. C'est noté. Merci pour cet éclairage.